aux organisateurs de m'avoir convié à participer à cette table ronde. Alors, c'est vrai que le terme d'addiction vient du vieux français, addicere, qui était une contrainte par corps. Quand on était redevable, eh bien, tant qu'on n'avait pas remboursé sa dette, on en était son esclave. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a intéressé, on va dire, dans cette discipline, c'est que face, on va dire, à un patient présentant un trouble de l'usage d'une substance, une dépendance comportementale, eh bien, c'est quelque chose, on va dire que là, le rapport entre le patient et son médecin n'a rien à voir avec, on va dire, l'approche classique d'un médecin sachant qui va ordonner à son patient éventuellement un traitement. Là, on est dans une approche un peu rogerienne où on est patient et médecin face à un problème et on va essayer d'avancer ensemble pour supprimer ce problème. Alors, oui, il y a certains déterminismes, nous ne sommes pas tous égaux devant les addictions, et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en fait sur ces facteurs de vulnérabilité, donc à travers entre autres des enquêtes épidémiologiques, où on prenait en compte différents facteurs de prédisposition, montrant, on va dire, les risques d'entrer dans une dépendance. Des facteurs, on va dire, de vulnérabilité individuelle, ils sont aussi familiaux, sociétaux, et il y a également, et heureusement, des facteurs de protection. Une interaction, c'est ce qu'on définit habituellement une dépendance, c'est l'interaction entre un produit, un individu et l'environnement, tout en sachant qu'il y a quand même un certain déterminisme génétique. L'héritabilité, on va dire, de conduites addictives, elle est loin d'être négligeable. On estime que pour l'alcool et le tabac, la part d'héritabilité intergénérationnelle est de 60%. Il est de 40% pour, on va dire, les hallucinogènes. Donc ça veut dire que même lorsqu'on n'a pas eu le contact avec une substance, le fait d'avoir eu des antécédents, on va dire, familiaux, va, on va dire, prédéterminer le recours à des substances ou, après une expérimentation, peut-être d'entrer malheureusement plus facilement dans une conduite de dépendance. Et puis, je dirais, il y a encore un facteur, on va dire, d'inégalité, c'est les différences qu'il y a d'expression des gènes. Il y a, encore un gros mot, le polymorphisme génétique. On n'a pas tous l'expression des mêmes gènes, et en particulier, on sait qu'il existe des différences par rapport entre les Caucasiens et les Asiatiques, par rapport à la capacité de transformer l'alcool. Il faut l'action de deux enzymes successives pour transformer l'alcool en acétaldéhyde, puis après en énergie gaz carbonique. Eh bien, nos amis asiatiques vont bloquer la transformation de l'alcool dans cette première phase et vont produire cet acétaldéhyde qui est nocif, qui va entraîner des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, et donc, quelque part, on ne va pas les inciter à consommer. Alors, il faut savoir que cette prédisposition chez les Asiatiques, on l'utilise à travers l'utilisation qui existait plus dans le passé qu'actuellement, qu'on appelait les cures de dégoût, où on utilise un médicament, le disulfiram, qui bloque justement la transformation de l'alcool en acétaldéhyde. Et certains patients me demandent parfois en disant « Donnez-moi quelque chose qui fasse que lorsque je vais prendre de l'alcool, ça sera comme si je reçois un coup de règle et ça me rendra malade. » Donc il y a ce polymorphisme génétique à ce niveau-là, et on le retrouve également à travers l'expression de récepteurs codant pour la dopamine, cette molécule du bien-être, du plaisir. Et on sait que lorsque l'on a tel ou tel, on va dire, allèle, eh bien, pour certaines personnes, il y aura, on va dire, un déficit en dopamine, et qu'ils vont aller chercher, on va dire, cette dopamine à travers le recours à des substances psychoactives, simplement pour avoir un équilibre en dopamine, par la recherche de sensations, par la recherche, on va dire, de sensations nouvelles, recherche de danger. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Alors, comme premier élément, c'est vrai que ça va... l'histoire de libre arbitre m'a renvoyé à un ouvrage que vous connaissez sûrement, qui est le petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes, de Jean-Léon Beauvois et de Joule. Je sais qu'il y a eu l'an dernier une nouvelle édition, et il y a plusieurs éléments que moi j'utilise dans ma pratique. La première, c'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. C'est amener quelqu'un à réaliser un acte préparateur qui est peu coûteux, donc pas de contrainte, pour, dans un deuxième temps, lui proposer quelque chose qui lui sera plus coûteux.
Donc cette technique, on l'utilise. Moi, je la vois également après le recours à un médicament que l'on donne dans la dépendance à l'alcool, c'est l'Incro, qui va modifier le comportement par rapport à l'alcool. Et certaines personnes, voyant que ça a un effet chez eux, disent on arrête le traitement, puis maintenant vous m'envoyez en cure de sevrage. Si je leur avais proposé la cure dès le début, on dit non, c'est un objectif inatteignable, donc je n'aurais pas pu l'atteindre. Donc la technique du pied dans la porte, c'est aussi de dire allez, on arrête de fumer demain. Non, je plaisante. Demain, peut-être que ça va être de supprimer une cigarette ou deux. Donc on essaie de trouver un objectif avec peu ou pas de contraintes, et une fois qu'il sera atteint par la personne, on dit donc ça c'est moi qui ai réussi à atteindre cet objectif, peut-être que je vais mettre la barre un peu plus haut et continuer. Il y a un autre élément qui est décrit dans le livre, c'est ce qu'on appelle l'acquiescement répété. Entre autres, il y a une étude qui a été publiée par l'équipe de Toulouse il y a déjà plusieurs années. On va poser 5 questions, et lorsqu'il y a au moins 3 réponses positives à cette question, on va pouvoir après glisser une question subsidiaire. Est-ce que vous pensez que fumer, c'est dangereux? Bon, généralement, on va dire oui. Pensez-vous que ça puisse entraîner un bon nombre de décès? Pensez-vous que l'augmentation du prix est peut-être défavorable pour vous et c'est peut-être un bon élément? Une fois qu'on a acquiescé au moins 3 fois, de dire, si vous voulez, on peut se retrouver à travers une consultation de tabacologie, eh bien, ça va passer beaucoup mieux que si, de point, on n'avait pas posé ces questions préalables. Donc, l'acquiescement répété permet, on va dire, de proposer quelque chose à moindre coût. Et puis, on peut aussi manipuler l'engagement, donner le sentiment que l'on peut revenir à tout moment sur le comportement que l'on va avoir. Ça, c'est quelque chose que l'on a utilisé il y a peut-être 5 ans avec Laurent Bègue à la Maison des sciences de l'homme des Alpes, dans un protocole où on voulait voir l'action, l'efficacité d'un apport en oméga 3 sur la régulation émotionnelle. Et dans cette étude, j'étais responsable, on va dire, des inclusions, de renseigner la base de l'Agence nationale de sécurité du médicament, et je leur disais qu'en cas de problème, ils pourraient toujours m'appeler, et je leur faisais signer un document. Donc ils s'engageaient finalement à suivre le traitement, et je leur disais, si à tout moment vous voulez arrêter, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir en arrière. Mais cet engagement, c'est quelque chose d'important. Comme nous l'avions fait dans une autre étude pour comparer des méthodes de prévention auprès de jeunes étudiants de l'université que nous avions catalogués à travers les résultats d'un questionnaire sur l'alcool, en leur disant, tiens, peut-être vous pourriez imaginer un scénario pour d'autres étudiants qui peut-être boivent de l'alcool, et peut-être vous engagez, si un étudiant se présentait à vous, pour l'accompagner dans cette démarche, et donc leur proposer de signer tout simplement un document. Et puis je fais un petit aparté, vous savez très bien que pendant la première, on va dire, le premier confinement, on va dire, avec la Covid-19, il y a eu un document à éditer et à signer. On était déjà dans l'application de cette théorie de l'engagement. Donc c'est vrai que ce sont des petites techniques de manipulation, mais on va dire pour le bien de nos patients. Alors, la perte de liberté par rapport aux substances psychoactives. Déjà, le recours à ces substances, impossibilité de s'abstenir de consommer. L'incapacité, c'est la définition qu'en donnait Pierre Fouquet pour l'alcool. Quand on est incapable de pouvoir s'en abstenir, c'est qu'il y a, on va dire, un problème. On va être amené à consommer de plus en plus pour avoir les mêmes effets, un phénomène de tolérance. Et si on n'a pas la substance, eh bien on va ressentir le manque et par des phénomènes de renforcement négatif. Pour simplement être bien, il faut que je consomme. Non pas que je consomme pour être bien, mais simplement pour ne pas être mal. Et après, il y a les conséquences de cette dépendance. Quand il y a une conduite en état d'ivresse, il y a un dépistage de drogue, accident de la voie publique, eh bien, il y aura, on va dire, ces aménagements, on va dire, de peine, il y a une possibilité de ne pas, on va dire, avoir de peine de prison et avoir donc ce premier élément qui est l'obligation de soins. Où là, on a l'obligation d'être suivi dans un centre et on doit rendre des comptes au service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, pour dire telle personne est venue et chacun vient pour simplement avoir un papier. Parfois, certaines personnes s'engagent dans un soin, mais ils n'en sont pas obligés. Donc là, on est dans l'obligation de soins, et pendant des années, je faisais ça dans un centre d'addicto à Lyon.
Et je recevais des personnes qui, au bout d'un certain temps, éventuellement se disaient bah, peut-être que ça serait bien que j'arrête de consommer du cannabis ou que je réduise ma consommation d'alcool. Mais il n'y avait pas, on va dire, d'obligation thérapeutique. Et puis, on va dire, un stade, on va dire, au-dessus, il y a l'injonction thérapeutique qui parfois est demandée lorsqu'il y a des pathologies psychiatriques associées aux addictions, où là, c'est vraiment une alternative aux poursuites, ou des fois des personnes qui sortent de prison, ils vont être en semi-liberté, où là, l'injonction thérapeutique, c'est pas on fait ce qu'on veut quand on veut, mais c'est, on va dire, une obligation de suivi. Un point, et c'est l'avant-dernier point que je voulais aborder, c'est celui des fois de l'injonction de soins dans certaines situations. Le sevrage tabagique est imposé parfois en urgence. Pendant une année, j'ai remplacé une de mes collègues au centre Léon Bérard à Lyon, où j'avais une consultation de tabacologie, et je recevais des patients qui sortaient du bureau du cancérologue, du chirurgien, où on venait parfois de leur annoncer un cancer, et puis on leur disait, ben voilà, moi je vous opère dans un mois, où je démarre une chimiothérapie, mais en plus il faut que vous arrêtiez de fumer. Donc il y avait une double, on va dire, contrainte, et moi je les voyais un peu dans l'urgence, et le but c'était de les accueillir, de les écouter, et de voir comment ensemble on pouvait faire au mieux d'ici, on va dire, l'intervention. Et on va dire que soit de partir dans un arrêt, on va dire, brusque de la consommation de tabac, soit de leur dire dans la dernière semaine, ou au moins 48 heures avant, il n'y aura pas de cigarette, de manière à ne pas avoir monoxyde de carbone, et de vous présenter avant l'intervention dans les meilleures conditions. Mais là, c'est vrai qu'on a un laps de temps très court, et on peut comprendre que la contrainte est forte, et qu'on n'a vraiment pas le choix, d'autant que parfois, et là entre autres sur Lyon, il n'y avait pas la possibilité de transplantation, on va dire, de poumons, si la personne continuait à fumer. Et puis, ça m'a renvoyé aussi à une autre situation, qui est, on va dire, la contrainte de ne pas fumer à bord des sous-marins. Je dis ça parce qu'une année, un de mes collègues, j'avais, on va dire, suivi et encadré sa thèse de médecine, c'était justement sur l'obligation du sevrage tabagique à bord des sous-marins, où là, il n'y a pas le choix, étant donné qu'à bord... donc là, c'était vraiment quelque chose d'imposé. Et puis, il y a les lieux de soins sans tabac. On y vient petit à petit pour les hôpitaux, mais pour les écoles, pour les universités, et parfois, on entend quand même des difficultés à accepter, on va dire, le concept que finalement il est bien de ne pas fumer à l'intérieur, bien sûr, des bâtiments, mais également alentour. Quand je travaillais au centre Léon Bérard et que je voyais devant l'entrée, alors c'était les brancardiers, mais les patients avec leur père en train de fumer, c'est vrai que ça me gênait. Quand la directrice du centre me disait « Ah oui, mais vous comprenez, il est brancardier, il y a un tel, on ne peut pas ». Je dis bon, j'ai donné ma démission quelques mois après, entre autres pour cette raison. Un dernier point, c'est vrai que j'interviens plutôt dans un milieu fermé, en face de la maison d'arrêt, donc à Mars, où j'ai une consultation d'addictologie, de tabacologie. Et donc là, je dirais que c'est un mini-centre d'addictologie au sein d'une entreprise qui peut à tout moment faire des dépistages, entre autres de recherche de stupéfiants. Et depuis près de 20 ans, en raison du métier de militaire et des conséquences de l'usage de psychoactifs en service, et en 2006, il y a une décision du Conseil d'État disant aux armées, finalement, mettez en place une politique de prévention, mettez en place une politique d'accompagnement, modifiez également les normes d'aptitude, et ça a donné lieu à des instructions ministérielles. Et en 2013, j'ai commencé à mettre en place cette consultation à Mars, où je continue deux fois par mois. Alors c'est vrai qu'il y a un dépistage qui est fait de manière systématique à l'incorporation des engagés volontaires, et s'ils sont positifs, cannabis ou autres, ils ont 6 mois pour se négativer. Et ils ont 6 mois éventuellement pour me rencontrer, et moi je suis là pour refixer finalement le cadre qui est contraint, mais d'expliquer que finalement c'est où on consomme des substances, mais c'est pas compatible avec le milieu militaire, quand j'en reçois qui dit « Ah ben non, moi c'était du CBD, du cannabidiol, j'avais pas pris de cannabis », et qu'il est, on va dire, pilote de drone, on peut faire comprendre que, voilà, soit on arrête de consommer une substance qui va modifier quand même le comportement,
soit sinon pas. Et ces dépistages ne sont pas faits par l'antenne médicale, hein, ils sont faits en unité, comme un chef d'entreprise pourrait demander à son contremaître ou autre de faire ces tests de dépistage. On a quand même une approche, on va dire, médecine du travail qui est faite. Hein. Et ce qui fait qu'on établit, lorsqu'il y a un résultat comme ça positif ou une alcoolisation en service, une fiche qui correspond finalement à ce que la personne reconnaisse qu'à un moment donné il était soit fortement alcoolisé, qu'il a un test stupéfiant positif, qu'il reconnaisse les faits et qu'il s'engage à être accompagné. Donc cette fiche individuelle d'appétence au toxique, c'est un document qui est mis dans le dossier administratif, pas à l'antenne médicale, hein, dans le dossier, on va dire, en unité. Et si au cours des 12 mois tout se passe bien, eh bien cette fiche est détruite, sinon on prolonge encore d'une année, et si ça se renouvelle au bout de 2-3 fois, eh bien c'est une commission d'enquête et c'est la porte. Donc il y a quand même une évolution au sein d'une grande entreprise qui permet de reconnaître que l'on peut être usager de drogue sans pour autant les culpabiliser. Voilà, ça me renvoie à des discours peut-être du ministre de l'Intérieur et des gardes des Sceaux. Donc il faut justement éviter de stigmatiser les usagers et ne pas, on va dire, les mettre sur le même plan que les narcotrafiquants. Voilà, ben, je vais m'en arrêter là et je vais passer la parole à mes amis.